L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir chers amis internautes, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Le tout premier numéro du mois de juin, nous allons nous rendre en Afrique du Sud, la France, l'Ukraine, la Chine et les États-Unis si le temps le permet pour décrypter toute cette actualité ce lundi. Je suis avec Martial Akwete, il est consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous allons démarrer par l'Afrique du Sud. L'ANC a été sanctionnée lors des élections générales. Martial, comme vous le savez déjà, les Sud-Africains semblent ne plus croire à l'ANC. D'ici, les Sud-Africains semblent ne plus croire à l'ANC. Bon, utiliser l'expression semble, ça marche bien parce que le parti continue de garder quand même la majorité, mais un certain nombre de facteurs peuvent expliquer le comportement ou le changement observé récemment dans ces élections. La première des choses, il faut savoir que l'ANC, c'est ce parti historique qui a combattu pour que les Sud-Africains, en général les Noirs essentiellement, aient le droit de vote d'abord et obtiennent leur indépendance. Et donc, pendant plusieurs années, les votes obtenus par l'ANC sont considérés comme un vote affectif. On veut remercier l'ANC pour le droit de vote accordé. Donc, ce n'était vraiment pas le projet de l'ANC dans le fond qui amenait les Sud-Africains à aller voter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Bon, quand le temps passe ainsi, ça fait 30 ans déjà, il y a de nouvelles générations qui arrivent. Et quand ces nouvelles générations arrivent, ces générations sont confrontées aux problèmes actuels de l'Afrique du Sud. Et donc, leur dire que de voter aujourd'hui pour l'ANC parce que l'ANC a lutté pour qu'ils aient ce droit de vote. Ces nouvelles générations ne comprennent pas forcément cela. Et donc, vous allez pouvoir entendre dans les jeunes dire que l'ANC, on ne comprend pas ce que c'est, on ne veut pas forcément voter pour, d'autres ne veulent pas voter, ne veulent même pas entendre. Et non seulement cela, donc on peut caractériser cet état de fait de l'usure du pouvoir. Maintenant, il y a les questions techniques qui sont liées à l'économie, parce que l'économie sud-africaine ne se porte pas forcément bien, bien que cette économie soit la première économie toujours en Afrique, mais au fond ça ne va pas très bien. Il y a les questions de scandales, de corruption qui ont éclaté, qui ont éclaboussé les gouvernements très souvent. Donc quand on prend cet ensemble d'éléments, on peut comprendre le fait que aujourd'hui les Sud-Africains veulent amener l'ANC à collaborer avec les différents partis pour une gestion plus équitable de la chose. Parce que quand on a l'hégémonie, souvent, on est tenté de vouloir aller à son aise et prendre des décisions où
conduit le pays dans une direction donnée. Donc aujourd'hui, la population sud-africaine veut un changement, veut amener les différents gouvernements, les différents partis à collaborer, à s'entendre pour le bien des Sud-Africains. Alors justement, les élections générales de 2024 en Afrique du Sud ont conduit l'ANC à perdre la majorité absolue, une première depuis l'apartheid. Est-ce que vous, en tant que consultant en géopolitique, vous avez vu ça venir? Mais ça venait déjà parce que les élections de 2019... Oui, on disait toujours que ça venait, mais l'ANC restait quand même... Oui, le grand écart s'est creusé à partir du moment où les élections de 2019 se sont déroulées et l'ANC a obtenu combien 57,4% en sortant de la soixantaine. Donc on s'est dit à partir de ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se produire et la suite a continué avec les scandales qui ont continué et la situation économique, l'état des infrastructures que l'on constate exactement sur le terrain a fait que là maintenant on se dit qu'il faut se retirer et il ne faut pas perdre de vue quelque chose. L'ancien président Jacob Zuma s'est retiré de l'ANC. Alors que c'est quelqu'un... s'est retiré ou il a subi voilà, il a reçu les coups du parti pour les questions, il a été obligé de démissionner. Et donc, le fait pour ce président de se retirer de l'ANC a en quelque sorte affaibli l'ANC dans une certaine manière parce que Jacob Zuma c'est quelqu'un qui a du charisme, bien qu'on peut lui reprocher les questions de corruption parce que ça s'est développé beaucoup plus sous son règne. Alors justement, vous avez parlé de Jacob Zuma, nous allons y revenir tout à l'heure, et vous l'avez également évoqué à votre prise de parole. La question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que l'ANC est prêt à composer avec les autres partis politiques? Que l'ANC soit prêt ou pas, le fait est déjà là et que les négociations sont déjà entamées dans ce sens pour former un gouvernement parce que quand ça ne va pas se former, on serait obligé de repartir à la case départ. Mais les différents partis ont mis de l'argent, ont fait de la campagne et tout ça. Donc ce serait compliqué que les Sud-Africains n'arrivent pas à s'entendre, les différents partis n'arrivent pas à s'entendre pour gouverner le pays. Ce n'est pas une première fois. Nelson Mandela, quand il a pris le pouvoir, il a fait une coalition avec De Klerk. Donc, dans ce cas, on a vu également les Sud-Africains surmonter plusieurs situations. C'était une situation bien précise. Donc, dans le cas échéant, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANC, comme je l'ai dit, est prêt à faire moitié-moitié, c'est-à-dire... prenons un parti comme le parti de Julius Malema, s'il lui demandait que oui, je suis d'accord à aller en coalition avec vous, mais voilà ce que je veux comme poste ministériel. L'ANC est obligée. Ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir là maintenant. L'ANC est obligée de collaborer. Et quand nous sommes en politique, ces situations arrivent fréquemment. Vous êtes obligé à des moments donnés de faire des alliances que certaines personnes peuvent qualifier de contre-nature. Mais pour la cause sud-africaine, pour les Sud-Africains, vous êtes tenus. Et dans ce cas précis, l'ANC serait en mesure de le faire parce que ça ne serait pas compliqué. Quand vous prenez le cas du parti de Julius Malema, vous savez, Julius Malema a été l'un des chefs du mouvement des jeunes sud-africains engagés dans l'ANC et donc discuter avec Julius Malema, ça ne serait pas quelque chose de bien plus compliqué. Ce serait beaucoup plus facile, bien que ça ne sera pas facile, beaucoup plus facile de négocier avec Julius Malema dans le cadre de la formation du gouvernement que d'autres partis, comme le MK de Jacob Zuma. Ce serait compliqué. Et non seulement là, il serait question également de l'Alliance démocratique, ce serait difficile. Donc, les scénarios plausibles ici, c'est d'abord avec le parti de Julius Malema et par la suite la deuxième alternative c'est pouvoir s'entendre avec
le parti de Jacob Zuma qui jusque-là garde une certaine autorité, bien qu'il ne soit pas candidat. Le second invité est déjà là, celui qu'on attendait, Joël Ataï Guédegbe. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir à vos téléspectateurs. Alors là, nous sommes sur le sujet sud-africain, l'ANC qui a été sanctionné lors des élections générales. Bon nombre de citoyens sud-africains et même les non-sud-africains estiment que le grand victorieux de cette élection générale est Jacob Zuma et son parti, le MK. Oui, c'est sûr que en faisant défection à l'ANC, il a dû partir avec une part substantielle de militants, donc de votants. Et on le constate désormais qu'il compte malgré tout, qu'il pèse malgré tout ce qui traîne comme réputation. Voilà. Mais Jacob Zuma ou pas, la descente aux enfers de l'ANC, ou en tout cas la descente dans les urnes de l'ANC était disons, attendu de longue date, il y a longtemps, depuis le président Thabo Mbeki, premier successeur du président Mandela, que l'ANC était en perte de vitesse et essayait de se maintenir historiquement. Ils avaient toujours la légitimité, que ce soit même Jacob Zuma ou Cyril Ramaphosa. Mais il est évident qu'un parti qui n'arrive pas au pouvoir à satisfaire les attentes des populations finit par lasser ses sympathisants, y compris oui, mais est-ce que c'est parce que le discours n'a pas changé depuis la sortie de l'apartheid? Est-ce que le discours de l'ANC a véritablement changé? Non, s'il n'a pas été suivi d'actes concrets et de changements dans la vie concrète des gens, prenons Soweto seulement, emblématique parmi tant d'autres. Bon, qu'est-ce qui a changé à Soweto quand vous allez en Afrique du Sud? Ça fait mal à voir. La misère des townships est là, qui cohabite avec une Afrique du Sud très moderne, à la limite toujours blanche, toujours dominée par les Blancs et par mais les Blancs ne sont plus les seuls riches, hein. Non, et un peu avec ce qu'on appelle désormais le black business, auquel est symboliquement ou très lié Cyril Ramaphosa, notamment. Jacob Zuma ne l'était pas moins, suivez mon regard avec le scandale qu'il y a eu avec la famille Gupta. Et donc, au fond, l'ANC est sanctionné par rapport à son incapacité à satisfaire les attentes des populations, à apporter un minimum d'eau, d'emploi, n'en parlons pas, le chômage reste toujours endémique, de sécurité, il est très dangereux de circuler à Johannesburg, même parmi les immeubles les mieux achalandés. Et puis, au-delà de ça, la conduite, l'exemplarité des dirigeants fait débat. Les uns et les autres sont souvent abonnés à la case corruption ou délit d'initié, à telle enseigne que, avec des gens qui leur taille des croupières en étant partis de chez eux sur Montréal, Julius Malema, et avec les jeunes, son dynamisme et tout, il a eu le discours qui a déjà permis quand même de fragiliser l'ANC. Jacob Zuma encore plus. Les démocrates qui font leur tour, petit parti assez multiracial, donc qui ne joue pas du noirisme, qui ne joue pas seulement donc qui essaie d'être intermédiaire et donc fait son marché. Évidemment, les Africains vont continuer à se maintenir avec leur parti. Donc désormais, l'ANC doit se préparer à partager le pouvoir et j'espère qu'ils y sont préparés. D'accord. Alors, pour sortir de ce sujet sud-africain, Jacob Zuma qui revendique la victoire, qui crie aux fraudes, mais une chose est sûre, qu'on l'aime ou pas, le consultant géopolitique que vous êtes, est-ce que Jacob Zuma aujourd'hui reste quand même un os dans la gorge de Cyril Ramaphosa? Dire que Jacob Zuma reste un os dans la gorge du président Cyril Ramaphosa, ça peut s'entendre, hein, parce que il y a une certaine sorte d'affrontement entre les deux, ce qui pourrait constituer un point d'achoppement dans le cadre de formation de la coalition, parce que là il va falloir tout revoir, parce que Jacob Zuma, est-ce qu'il serait d'accord Il connaît d'abord la fonction présidentielle. Est-ce qu'il serait d'accord que l'on reconduise Cyril Ramaphosa? Et là, les discussions vont se faire autour de cela dans le cadre de la formation de la coalition. Donc, il y a d'abord ce premier point qui va constituer un véritable un véritable objet de négociation. Il va falloir négocier sur ce point. Et on ne sait pas comment est-ce que cela va aboutir. Qu'est-ce qu'il faut concéder, qu'est-ce qu'il ne faut pas concéder. Et aujourd'hui, Jacob Zuma, inévitablement,
garde toujours une certaine place au sein de la société sud-africaine, parce qu'on a vu son parti, un jeune parti, mais qui très rapidement s'est hissé. Mon regard quand vous parlez de place, hein? Très rapidement, c'est hissé à la 3e place. Donc c'est quelque chose que l'ANC même comprend et va essayer de trouver les moyens de collaborer avec lui dans un cadre donné. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que depuis le passage de témoin entre Nelson Mandela et Jacob Zuma, certains estiment que dès ce moment-là, on commençait déjà à parler d'échec et mat au niveau de l'ANC pour rapidement sortir définitivement de ce sujet. Complètement. Entre les deux, il y a eu Thabo Mbeki qui n'avait aucune légitimité en dehors de celle de son papa, et Govan Mbeki. Mais lui, c'était l'universitaire d'Oxford ou que sais-je encore, qui n'avait pas prise réellement sur les attentes des populations. Et Zuma était là avec la légitimité, l'homme du peuple, de la jeunesse, le plus jeune prisonnier auprès de Mandela et autres là. Donc il avait cette aura-là qui lui a permis quand même d'engranger, de limiter les dégâts avec un peu le soutien de Winnie Mandela, autre tenante de l'aile radicale de l'ANC. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs défauts, leurs casseroles. Et Ramaphosa qui est venu encore un peu comme le petit bourgeois, peut-être l'homme des capitalistes, et n'a pas pu faire assez pour limiter les dégâts. Et donc, ils sont condamnés à discuter, à sauver un minimum. Et ils ne sont pas surpris, en réalité. J'espère qu'ils ont quand même quelques schémas de rechange. Et parfois, c'est difficile de négocier avec les siens. Vous l'avez dit, en plus, Zuma a goûté à la fonction présidentielle. Et le minoritaire qui vient faire la pointe peut ramasser la mise. Et il est en plus adossé, si on prend les contradictions ethniques, il est adossé à son ethnie zoulou. Ouais. Donc il y a une et là, il s'est perdu au KwaZulu-Natal. Hein? Voilà. Donc ça aussi, ça va compter comme élément dans la négociation. Mais ce sera un mauvais signal envoyé. Enfin, je ne sais pas comment ils vont faire. Attendons de voir. Là, nous allons du côté de la France où le parti de droite, les Républicains, est attaqué de toutes parts pour ces élections européennes. Les élections européennes, l'électorat du groupe Les Républicains est très convoité. Pourquoi? C'est une situation, ces élections européennes sont vraiment particulières en ce sens que l'Europe est en train de connaître une certaine montée des partis nationalistes, si je peux le dire, les partis de droite, voilà, les partis d'extrême droite surtout sont dans les différents pays. Et donc, ce serait un grand défi. Il faut relever ce défi de pouvoir retrouver ces partis-là dans une Europe qui change, dans une Europe confrontée à des crises comme la crise russo-ukrainienne, le conflit à Gaza, avec des positions qui sont prises. Il y a des divisions au sein de l'Union européenne sur ces différentes questions. Et donc, on peut dire que les partis d'extrême droite, c'est l'occasion rêvée de pouvoir, parce qu'ils ont une certaine manière d'aborder ces questions-là qui, dans ce contexte, pourraient favoriser beaucoup plus l'avancée des choses, parce que les autres partis restent en quelque sorte n'aborde pas la question comme il le faut. Il y a une certaine sorte de laisser aller, de rester campé à une ancienne position alors que le monde est en train d'évoluer. Voilà. Et donc, sur ces genres de situations, les partis d'extrême droite peuvent surfer. Maintenant, parlant du cas des Républicains, vous savez, c'est un parti qui depuis longtemps était en opposition avec François Hollande, avec Emmanuel Macron. C'est un parti qui a connu de changements depuis 2015, issu d'un autre parti qui existait, hein, voilà. Donc, et qui a perdu des élections présidentielles de 2017 et voilà, avec sur la Emmanuel Macron aussi. Et donc, le parti se retrouve affaibli. Et dans ce cas, vous verrez que le parti La Reconquête d'extrême droite et le parti de Marine Le Pen sont en train de vouloir absorber ce parti-là, de pouvoir récupérer, parce qu'on voit que c'est déjà un parti qui vraiment ne fera pas le poids dans le cadre des européennes. Et il faut rassembler les 5% au moins pour lever des sièges au Parlement européen à Strasbourg. Donc c'est l'occasion l'occasion rêvée pour les Républicains
de mener une offensive, de faire tous les efforts nécessaires pour garder, pour maintenir le parti. Et c'est l'occasion rêvée pour le RN et la reconquête d'Éric Zemmour, de profiter de la reconquête surtout, de profiter des partisans des républicains pour pouvoir se hisser, pour avoir une certaine place dans l'arène européenne. Alors, lorsque on écoute un peu l'intervention du consultant géopolitique, il parle de l'affaiblissement du parti des Républicains. À moi de vous poser la question de savoir, est-ce que ce parti est vraiment affaibli? S'il est affaibli, mais qu'est-ce qui justifie le fait que le parti d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen lorgne l'électorat des Républicains au détriment des autres partis que sont le parti La République En Marche d'Emmanuel Macron et le Parti Socialiste, sans oublier les Verts et autres? Vous ressuscitez des gens. C'est pas moi qui ressuscite ces gens-là, c'est les élections générales européennes. Hein? Oui, en citant un parti comme le socialiste, le Parti socialiste de François Mitterrand, voire de François Hollande, on se demande s'il y a un capitaine à bord, où est le leadership de ce parti. Et en gros, et comme les Républicains d'ailleurs, les partis de gouvernement de ce type-là sont à la peine depuis l'arrivée de Macron, pour ne pas dire un peu avant. Il a fait son marché sur chacun d'eux. Macron l'Africain. Peut-être que c'est nous qui vont donner la recette. Et donc, il a pu créer ou constituer son En Marche, oui, la République En Marche, qui a fait illusion lors de son premier mandat. On voit que désormais, lui-même s'essouffle un peu comme parti de gouvernement. Et on en vient maintenant au contexte des élections européennes. Non seulement c'est une proportionnelle intégrale, l'occasion est trop belle pour des partis marginaux qui sont souvent broyés par le scrutin majoritaire à 2 tours, d'aller se faire une place au soleil. Il y a de l'argent à prendre, il y a de la visibilité. Le mode de constitution des groupes parlementaires fait que une fois là-bas, ils peuvent facilement retrouver leurs semblables d'extrême droite. Ça émerge de partout. Certains ont même été à la fête jusqu'à avoir le pouvoir de gouverner en Autriche, en Hongrie et j'en passe. Donc il y a une poussée, dans le contexte européen, il y a une poussée de l'extrême droite. Et donc ça donne des idées. Et au-delà du Front National et donc de son ersatz à travers l'héritière Marine Le Pen, et on a dépassé le caractère anecdotique de l'extrême droite. Le père Le Pen était un gros repoussoir. On a vu tous les efforts de Marine Le Pen qui vient de figurer 2 fois au second tour de la présidentielle. Donc ça commence par être un parti qui se banalise sur l'échiquier politique. Et pire encore, ou peut-être mieux, en tout cas, selon où on se situe, ça donne encore plus d'idées à quelqu'un qui a su se servir du système médiatique comme Éric Zemmour. Et après sa tentative à la présidentielle, voilà, il continue son shopping avec le parti, donc il va tenter même de disqualifier le parti de Marine Le Pen. Donc il y aura d'un côté une tentative pour ramasser tous les éclopés des partis de gouvernement, que ce soit de la droite, les républicains, ou de la gauche, la République En Marche, les socialistes, les communistes, tous les déçus, tous ceux qui sont fatigués de la gouvernance de l'establishment. Donc ils vont ramasser au maximum avec des thèmes très vendeurs, très terre à terre, qui peuvent toucher les gens dans leurs difficultés, dans leurs illusions de ce jour. Et deuxièmement, maintenant, ça va être la bataille des longs couteaux au sein de l'extrême droite entre les partisans de Marine Le Pen, et notamment celui qu'elle a mis en... Jordan Bardella, qu'on a vu comme une menace, sans considérer que de leur propre sein, de leur propre camp, pourrait venir quelqu'un qui ne leur fera aucun cadeau, sauf réalisme pour s'ajuster et constituer un front, le temps de mieux aiguiser ses armes. Sur ce plateau, vous êtes le consultant en géopolitique. Alors, dites-nous un peu pourquoi, pour ces élections européennes au niveau de la France, l'identité religieuse est brandie par l'extrême droite en France. L'identité religieuse est brandie par l'extrême droite en France parce que nous nous retrouvons dans un contexte où la question religieuse est au cœur des débats, surtout avec ce qui se passe à Gaza. On se dit, voilà, il faut pouvoir surfer sur cette différence parce que la France, en son intérieur même, rencontre des difficultés par rapport
à la question religieuse en termes des Palestiniens qui se retrouvent en France. Non seulement cela, il y a de ces Français-là qui estiment qu'il est très important de prendre la cause palestinienne à cœur parce que on les considère, la cause palestinienne est greffée à une certaine sorte de leur religion. Et donc, là maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Il y a plusieurs... Oui, mais est-ce que c'est pas un raccourci que Marine Le Pen est en train de prendre? Quand on sait que Marine Le Pen a toujours été très pointueuse sur les questions d'immigration, on constate que pour ces Européennes, elles ne parlent pas d'immigration, elles s'accrochent sur l'identité religieuse. Est-ce que c'est pas un raccourci qu'elle est en train de chercher? Si le raccourci peut lui permettre d'atteindre ce qu'elle va atteindre, donc elle peut se permettre d'aller dans ce sens. On peut comprendre ce que vous dites, que c'est une somme en politique, hein, et puis ce qu'on défend très souvent bec et ongle quand on se retrouve dans une situation où on devrait bénéficier de grands avantages comme gagner des élections, avoir de la notoriété, parce qu'on parle des élections des européennes ici, hein. Donc pourquoi ne pas taire un moment donné faire taire à un moment donné les questions que nous avons déjà évoquées très souvent à l'interne, oui. Voilà, à l'interne, et que ça n'a pas donné, ça n'a rien produit. Donc on se dit, mais c'est peut-être parce que la question n'est pas assez importante pour les Français ou pour les Européens, et donc il ne faut pas surfer dessus, il faut aller directement sur ce qui a de l'intérêt pour eux, pour pouvoir obtenir ce que nous avons envie d'obtenir, qui est de gagner, de lever quand même un maximum de sièges lors de ces élections européennes. Alors pour sortir de ce sujet français, nous avons vu Marine Le Pen brandir des captures d'écran du Parti des Républicains. Tous les coups sont permis pour ces Européennes. On a comme l'impression que c'est le va-tout qui se joue là. C'est tellement le va-tout que les perspectives de gagner ces élections ne sont plus trop loin. Donc, forcer le trait jusqu'à la caricature ne gêne en aucun cas ces candidats. L'extrême droite a toujours surfé sur les peurs. Et plus c'est gros, mieux ça rapporte en gros. Et donc, au-delà de la question de l'immigration visible, de l'envahissement des gens qui sont non seulement étrangers, de cultures, de mœurs différentes, bon, on n'hésite pas à dire que fondamentalement l'Europe serait d'essence chrétienne et judéo-chrétienne, et donc devrait tout faire pour tenir le plus éloigné possible toute coloration musulmane, encore plus arabo-musulmane. Et vous voyez, donc la situation à Gaza offre, avec les manifestations qui ont fait jour en France, pour ne parler que de ça, parce que les États-Unis sont loin, avec ces manifestations, bon, on a beau jeu de montrer des kéfiers, des gens voilés, alors que c'est pas que des Arabes, c'est pas que des musulmans qui manifestent, bien au contraire, c'est des Européens bon teint, militants des partis classiques, qui demandent que ces partis s'assument par rapport à leurs principes de justice sociale et puis du droit à un État pour la Palestine, entre autres choses, par rapport à la question de l'autodétermination des peuples. Bon, donc, toutes les manipulations sont bonnes à faire, et il y en aurait encore une autre qu'ils seraient complètement habiles. Ils ont cette habileté à se saisir de la bonne situation qui pose question, qui est assez inextricable, pour simplifier et donner à voir voilà, ce qui fait peur et qui leur apporte. C'est le mode de fonctionnement. Voilà, de la France à l'Ukraine, c'est juste quelques heures à vol d'oiseau. En Ukraine, musellement des médias et agences de presse, les journalistes accusent le président Zelensky. La grogne monte au sein de la communauté des journalistes ukrainiens. Ah oui, vous voyez, l'Ukraine est en guerre, hein. Et puis quand on est dans une guerre, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut entretenir, c'est la communication. Et dans le cas précis de l'Ukraine, depuis quelques mois déjà, dans la réalité des faits nous renvoie au fait que les Russes sont en train d'avoir des avancées notables sur le terrain, au point où le président américain et d'autres dirigeants européens permettent à l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles en Russie dans le cadre de la défense. Et donc, il est important que les journalistes ou que les médias soient mobilisés pour ne pas
poser de problèmes dans le cadre de cette guerre qui se déroule en Ukraine, parce que il ne faut pas que ces médias diffusent des informations qui sont dans une certaine mesure la réalité du terrain, ce que les dirigeants de l'Ukraine ne veulent pas forcément révéler. Oui, mais la question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est les médias ukrainiens qui diffusent ces informations ou alors c'est les médias occidentaux? Ce qui me permet de poser la question à Joël. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment pour le président Zelensky de se mettre les journalistes à dos, fut-il ukrainien? Oui, c'est de bonne guerre, puis-je dire, parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, on est dans un contexte de guerre où il est fondamental de contrôler également les éléments de la communication et malheureusement l'information. L'information de guerre devient un enjeu de la guerre. Et donc on surveille, et dès lors que ça représente peut-être une menace pour ceux qui conduisent la guerre, il n'y a plus cette tolérance à la diversité, au pluralisme. Et il faut que le son de cloche soit uniforme, qu'on soit permanemment dans la posture du mot d'ordre, ou en tout cas de la répercussion d'un discours qui exalte les victoires, la force des armées, voire du leader. Zelensky lui-même s'est beaucoup mis en scène depuis le début de cette guerre-là. Et à force de le faire, il conçoit mal désormais qu'on trouve éventuellement à redire, ou bien qu'on rapporte des éléments qui fragilisent la communication qu'ils ont imaginé, qu'ils essaient de développer pour tenir. Il y a un peu de malice. Mais cette situation m'interpelle, ou bien devrait nous interpeller, juste par rapport au Sahel, à côté de nous, au niveau du Burkina, du Mali essentiellement. Et c'est d'abord à la presse internationale qu'on s'en est pris, pour des raisons avérées ou non. Donc vous voyez que en situation de conflit, de guerre, on est de moins en moins tolérant à tout ce qui peut vous donner l'urticaire. Et donc, mais quand tous ces pays-là, quand tous ces dirigeants ont des messages à passer, c'est vers les journalistes qu'on se retrouve, C'est ça qui est contradictoire. Nous ne sommes plus les bienvenus, c'est ça? Oui, malheureusement, juste l'utilitarisme. Donc, c'est la propagande. La propagande, c'est pas... Dans ce cas, les journalistes deviennent des torchons. Quand on a besoin de nous, absolument. On nous appelle pour essuyer, et après ça, on nous jette. C'est ça qu'on observe malheureusement. Pire encore, pour ceux les étrangers dans les pays du Sahel ont eu, entre guillemets, la chance d'avoir été expulsés ou priés de quitter le pays. C'est un moindre mal par rapport à ceux qui sont des citoyens de ces pays et qui sont meurtris dans leur chair, qui sont parfois victimes d'enlèvements, de violences, de menaces au quotidien par rapport à ce qui est leur fonction d'informer de manière indépendante. Et puis, posons-nous la question, jusqu'à quel point peut-on informer de manière indépendante en situation de conflit? Dans certaines situations, quels sont les moyens des journalistes de pouvoir se rendre de manière autonome et sur les champs pour rendre compte? Et c'est les limites de la question. J'observe que l'Afrique n'a pas l'apanage de la censure ou des violences pour les journalistes. Alors, Martial, voilà un président qui va intégrer à la fois l'OTAN et l'Union européenne, mais qui n'arrive pas à supporter les critiques. Est-ce qu'il a vraiment sa place dans ces deux institutions? S'il estime pouvoir intégrer le pays, c'est il supporte la critique. C'est qu'il pense qu'il va pouvoir bien se positionner, parce que supporter la critique, c'est vrai, c'est quelque chose d'important quand nous sommes dans un régime démocratique, comme les pays européens aiment très bien le chanter. Et donc, qu'est-ce qu'il sera amené à faire dans le cadre de cette situation? Il n'a pas vraiment... je ne trouve pas que cette situation puisse lui poser un véritable problème, parce que la communication sur ce qui se passe à Gaza est quelque chose d'important, non seulement pour le président ukrainien, mais pour le camp occidental qui le soutient. Et donc, vous allez voir, sur cette question, il y aura cette sorte de laisser aller de silence, bien qu'il y a des États qui ne vont pas manquer de faire remarquer la situation et de décrier. Ça, c'est le propre des relations internationales. On décrit, on crie, on ne dit presque jamais quelque chose de concret, ou on ne fait vraiment quelque chose. Donc, on peut reprocher à Zelensky de vouloir mener cette bataille ou cette nouvelle guerre contre les médias à son intérieur. Et non seulement
Est-ce cela. qu'il pourra la gagner? C'est ma question. Si nous sommes toujours dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a tous les moyens quand même pour... Oui, mais est-ce que la Russie ne pourra pas profiter de ça? Mais la Russie aussi... Attendez, nous, on va où on nous accueille. Hein? Ouais, même si on nous maltraite, on est quand même... on va toujours où on nous accueille. Hein? Ouais, c'est là le risque se trouve, que la Russie puisse surfer sur cette situation. Oui, mais Joël, et vous continuer. permettez, Joël, est-ce qu'aujourd'hui, le président de Zelensky ne devrait pas voir les journalistes ukrainiens comme des partenaires? C'est le bon Au lieu sens. de nous prendre en adversité. Non, c'est le bon sens, mais voilà, c'est la chose la moins partagée dans ces situations-là. Franchement, même quand on n'est pas en état de guerre, les pouvoirs politiques supportent très mal tout ce qui les chatouille, tout ce qui tend à montrer le revers de la médaille. Oui, mais c'est parce qu'on les chatouille qui changent, non? Qui deviennent des hommes meilleurs tout ou le des monde femmes n'est pas meilleures. démocrate, même s'il se revendique de la démocratie. La culture, les convictions démocratiques sont les choses les moins bien partagées. Vous voulez me dire que Zelensky serait devenu un petit dictateur depuis le est-ce début qu'il de n'était cette pas guerre? depuis, et puis au-delà de lui et ses supporters occidentaux, on a oublié de le rappeler. On a été jusque dans les pays qui seraient de tradition démocratique et de liberté de presse jusqu'à censurer Russian Times, RT, en disant au motif que cela est un outil de propagande de la Russie. D'accord, mais suivez mon regard, les autres médias d'État dans les grandes puissances européennes ne sont-ils pas pour autant leurs médias de propagande? Et jusqu'à quel point la liberté est-elle réalité en matière de presse dans le monde occidental? En réalité, il y a toujours eu des restrictions, il y a de l'autocensure, il y a la pression des pouvoirs économiques, donc des moyens encore plus subtils. Il y a des connivences, des connexions entre les services de renseignement et les services d'information. Les médias, certains journalistes sont allègrement dans les deux chapelles. Et c'est au public lui-même de s'éduquer, de continuer à discerner pour trouver l'information qui devient rare, qui devient... Après l'Ukraine, là, nous nous rendrons en Asie-Pacifique. Là, nous sommes en Chine. Xi Jinping a appelé à une organisation d'une conférence de paix pour Gaza lors du sommet sino-arabe. Alors, je vous pose la question de savoir, malgré la guerre au Moyen-Orient, la Chine n'arrête pas les affaires. Ah oui, la Chine ne peut pas arrêter les affaires parce que vous voyez, la Chine est dans une logique de conquérir le monde entier, et ce que les Américains reprochent à la Chine en essayant quelques moments de lui mettre les bâtons dans les roues. Et donc le forum sino-arabe ou sino-pays arabe, c'est un forum essentiellement économique, mais dans le contexte de la guerre à Gaza, on ne peut continuer à faire des affaires sans aborder la question, ce qui a donc amené la diplomatie chinoise à demander à ces pays arabes d'avoir un regard beaucoup penché vers Gaza dans le cadre de la solution, quand on sait que depuis le début de cette guerre, les pays arabes tels qu'on les connaissait, tels que ces pays devaient réagir, il y a un silence qui donne à penser, hein, parce que on laisse les... Dans la pensée, ou voilà. c'est vous qui pensez, Martial? Non, ça donne à penser, parce que ces pays-là, on voit les Palestiniens tués à Gaza et on est dans les discours, mais on a du mal. Ouais, les Israéliens sont tués, mais on ne peut pas faire l'équivalent. Là, maintenant, on tend vers 36 000 morts. Voilà, 36 000 morts. Et à comparer avec les Israéliens, il n'y a pas vraiment photo. Et donc, c'est cette question-là qui est préoccupante là maintenant. Mais on constate que les gouvernements des pays arabes ont du mal à agir concrètement. Évidemment, parce que je suis tenté de dire quelque chose, c'est comme si ces dirigeants ont vendu le âme au diable. Voilà. Alors, le forum sino-arabe, on constate que il était d'abord question d'économie, mais on a vu que la Chine, la situation de Gaza a pris le pas, et on se rappelle que la Chine a commencé par s'intéresser à ce qui se passait au Moyen-Orient lorsque ces bateaux ont commencé par être attaqués au niveau de la mer d'Aden. Alors, c'est quoi le projet?
Non, le projet, Jusqu'ici, on ne voyait pas cette diplomatie chinoise très active. C'est pas dans Subitement, la mais c'est tradition chinoise. subitement. Ah ben c'est pas subitement, c'est subitement un bateau chinois fut attaqué. Et donc, pour que les affaires puissent continuer, bon, faut se donner bonne conscience en partie. Au mieux, dans cette zone-là, la Chine ne sait-elle qu'investir un tout petit peu dans la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite il y a quelques mois, pour ne pas dire il y a presque 2 ans. Mais sans plus, c'est pas dans la tradition chinoise de s'investir dans ce type de diplomatie. C'est plutôt le business as usual. Maintenant, s'il y a une entrave à cela, on se donne bonne conscience, ça peut rapporter quelques points. Et même ces pays arabes, pour la plupart, ne demandent qu'à s'arranger avec Israël. C'est le drame de la cause palestinienne que d'être porté du bout des lèvres par leurs autres frères arabes, alors que tout le monde ne demande qu'à s'arranger avec Israël. Et même parmi les Palestiniens, à commencer par le Hamas lui-même, qui est une fabrication, qui est une... oui, c'est Israël qui a fabriqué ce monstre qui lui pète entre les mains actuellement. Et donc, chaque fois, finalement, on voit qu'on manipule la cause palestinienne autant que ça arrange les consciences, autant que ça arrange les pouvoirs établis, furent-ils ou fussent-ils arabes. Donc, les Chinois vont jouer leur partition sans illusion. Oui, mais est-ce que c'est ça qui justifie, est-ce que c'est ça qui justifie leur présence devenue très accentuée au niveau du Moyen-Orient? On savait que la Chine c'était l'Afrique, un peu l'Europe. Partout où on peut faire des affaires, la Chine sera. Et il ne vous aura pas échappé que la Chine a dédaigné de participer au sommet sur la paix en Ukraine. Alors qu'elle est un gros partenaire de la Russie. Voyez-moi ça, comme vous dites. Ainsi va le monde. Alors, pour sortir de ce sujet, pourquoi est-ce que la Chine a besoin de cultiver ces réseaux qui sont au Moyen-Orient? Et on constate qu'à chaque fois, la Chine parle d'interdépendance. Est-ce que c'est réel, ce qu'elle prône, l'interdépendance? Vous savez, la Chine, le projet, la route des soies, la route de la soie est tel que ce projet est conçu. La Chine ne pourrait pas la réaliser de façon concrète, de façon réussie, sans collaborer avec le Moyen-Orient. Surtout quand on sait que les voies maritimes, et puis cette zone, c'est une zone qui est très souvent risquée pour les navires commerciaux, ainsi de suite. Donc, la Chine se retrouve dans l'obligation de coopérer avec les pays du Moyen-Orient en s'intéressant aux questions de ces pays-là, notamment, quelle est la principale question? C'est la question palestinienne. Et donc, la Chine, non seulement veut collaborer avec ces pays dans le cadre de son grand... Qui a signé un pacte avec le diable? Quand nous sommes dans les relations internationales, ce n'est que les intérêts qui comptent. Hein. Donc on signe le pacte avec le diable. C'est une possibilité si vous voulez l'appeler ainsi. Bah non, c'est pas moi. Moi je fais que poser mes questions et le consultant géopolitique que vous êtes, j'ai besoin de mes réponses. Je vous la donne, c'est possible, vous pouvez l'appeler ainsi. Donc dans ce cadre, la Chine va jouer avec sa diplomatie qui depuis longtemps est très active et qui est très offensive, hein, la diplomatie, que ce soit avec les États-Unis. Vous voyez, la Chine collabore avec les États-Unis, la France, la Russie. C'est l'ami de tout le monde. Ah oui, l'ami de tout le monde. Alors, nous allons terminer par les États-Unis. C'est pas rien que pour être ami parrain de la Corée du Nord et des États-Unis. Ouais. Alors, nous allons terminer par les États-Unis reconnus coupables lors du procès pénal. Donald Trump lève 50 millions de dollars de dons pour sa campagne. Alors, je me retourne vers vous. Malgré ses ennuis judiciaires, malgré le fait qu'il a été reconnu coupable, Donald Trump, il lève quand même. Il lève 50 millions de dollars, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est peut-être pas fini, sans compter sa fortune personnelle. Vous voyez, donc, on ne prête qu'aux riches, pourrait-on dire. Et
ça permet de penser, toute proportion gardée, à Jacob Zuma avec ses fresques. À ce niveau, on a l'impression que les électorats sont moins, tiennent moins aux aspects moraux de leurs champions. Et donc, il faut prendre acte de ce qu'il y a. Oui, mais c'est bien beau de ne pas tenir, mais tous les yeux sont rivés vers les États-Unis aujourd'hui. Oui. Voilà quelqu'un qui est déclaré coupable, mais qui est en même temps candidat en lista pour la présidentielle. Si c'était sous d'autres cieux, on ferait quelle lecture? Mon Dieu. Le consultant géopolitique. Oui. Est-ce à dire que quand on se retrouve à l'Occident, tout est permis, mais sous nos cieux obscurs, c'est pas permis? C'est souvent ce qu'on tente de nous faire croire. Hein, oui, c'est nous, vous les généralement. Hein, c'est nous les experts en gouvernance. Nous ne faisons que poser les questions. Partageons-nous le rôle. Donc, dans ce qui se produit aux États-Unis, Donald Trump qui a de nombreux revers judiciaires, parce que ça, c'est déjà, ce n'est un épiphénomène. Voilà, c'est un épiphénomène. Il reste plusieurs procès auxquels il est attendu et qui, tout de même, ne l'entravent pas dans sa montée d'aller dans les élections présidentielles. Et monsieur Attaï vient de le dire, ce n'est plus forcément la morale qui pose de problème, mais on voit la personne, son charisme, sa manière de jouer. C'est un peu comme dans un théâtre. On est intéressé. Souvent, vous voyez dans certains cinémas, vous voyez c'est l'acteur ou le héros qui tue beaucoup, mais on l'apprécie. Nous qui sommes derrière, on trouve que ce qu'il fait, c'est pas forcément bien. Mais il y a des films où l'acteur meurt également. Nous avons pour preuve Alain Delon qui mourrait souvent dans ses films, Martial. Mourrait vraiment? Bah oui, dans ses films, il mourrait. Il est l'acteur principal, mais il meurt. Est-ce que nous allons assister à ce cas d'espèce? Non, pas vraiment, parce que dans le cas précis, il ne faut pas occulter ce qui se passe à Gaza aussi. Les regards, vous l'avez dit tout à l'heure, sont tournés vers les États-Unis et les élections de novembre aux États-Unis seront vraiment décisives dans le cadre de la résolution de ce conflit. Et on voit Donald Trump venir et l'électorat américain n'est pas tout à fait en phase avec avec les positions de Joe Biden quand on voit le nombre de morts et la situation humanitaire à Gaza. Et donc on se dit, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux de... Oui, mais quelle est la garantie que les Américains ont qu'en faisant venir Donald Trump, la donne va changer? C'est-à-dire que Donald Trump va dire à Israël, stop, arrêtez. Quand on sait que Benjamin Netanyahu et Donald Trump, c'est comme ça. Non, c'est tellement comme ça que, en réalité, Donald Trump n'est pas si fiable que ça pour les Israéliens. Donald Trump est plus représentatif d'un électorat américain est préoccupé par sa propre sécurité. Donc, tant qu'il n'y aura pas un lien avéré pour cet électorat avec des causes lointaines, généralement c'est à travers le terrorisme, et donc tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'ils ne sont pas, c'est un peu malheureux de devoir le dire comme ça, tant qu'ils ne sont pas frappés et dans leur chair par rapport à leurs intérêts, ils n'ont que faire de s'encombrer de ce qui se passe sur le reste de la scène. Tant que la superpuissance américaine n'est pas en cause, et parce qu'ils y croient, il y a comme une espèce de... Voilà, America First. Donc, tant que ce dogme-là n'est pas menacé, il n'y a pas péril en la demeure pour eux. S'il faut même aller dîner avec le diable, le petit Coréen... Kim Jong. Oui, lui, il a une menace plus concrète pour eux, avec la possibilité qu'il leur envoie... Un missile balistique ou intercontinental, qui fait des essais tout le temps. Donc ça, c'est une menace claire. Concrète, qu'il faut prendre au sérieux. Et donc, les lectures sont brouillées. On voit Biden essayer son va-tout sur la scène internationale, peut-être pour avoir un résultat. On les voit tenter de parrainer l'annonce par Israël de son retrait ou de son offre de se retirer des zones les plus peuplées de Gaza. Bon, s'il peut en tirer un gain politique avant les élections, peut-être que ce serait sa chance. Mais l'autre joue très fort avec l'opinion interne. Il y a une nouvelle opinion qui émerge aux États-Unis pour soutenir ouvertement la cause palestinienne. Ce n'était pas l'habitude. On parlait beaucoup du lobby juif, mais même le lobby juif américain est fatigué de Benjamin Netanyahu. Donc, il n'y a pas une continuité entre ce lobby-là et ce qui se passe en Israël. Où d'ailleurs, il y a une opposition au sein du gouvernement de guerre. Et donc,
ça va s'influencer mutuellement. Et si Donald Trump retrouve sa superbe, sa liberté, sa capacité à surprendre avec des alliances contre nature, attendons-nous à voir quelque chose d'assez inédit. Alors, justement, pour sortir très rapidement de ce sujet, mettre fin à l'émission de cet après-midi, durant tout le procès, nous avons vu un Donald Trump qui n'a cessé d'accuser le système judiciaire d'être à la solde de la Maison-Blanche. Est-ce que lui-même, dans sa tête, il sent déjà que les carreaux sont un peu cuites? Donald Trump, comme je le disais tout à l'heure, c'est un acteur, hein, et c'est quelqu'un qui a du sang chaud et qui, vous voyez son enfance, comment est-ce qu'il a été éduqué. C'est quelqu'un... Un acteur qui pourrait mourir dans son film. Ça, je ne crois pas vraiment. Bah, puisque je te dis, on a vu, hein, bon, allez, continuons, on va clôturer. Et donc, il a cette tendance à tout le temps contester. C'est pas seulement la justice, il a contesté les élections aux États-Unis pour la première fois. C'est lui le premier président qui conteste ouvertement les élections présidentielles. Bah, et non seulement cela. On a vu Al Gore en 2000. Tu peux pas dire qu'il est le premier. On a vu Al Gore contester les élections aux États-Unis. Il a contesté selon les règles légales. Voilà, selon les règles. Il a quand même contesté. Il avait le droit de contester. Mais dans le cas, non, pas cela. Dans le cas de Trump, c'est différent. Et parce que c'est partisan. Voilà, exactement. C'est pas en envahissant le Capitole. Et donc, on se dit, mais ce n'est pas surprenant que Donald Trump se mette à accuser constamment aujourd'hui la justice, disant que cette justice est à la solde de choses là. Quand la justice fait bien, ça l'arrange. Et il est important également de ne pas perdre quelque chose de vue. Le fils de Joe Biden même est en procès. Donc, vous voyez, là, est-ce qu'on peut dire vraiment si la justice américaine, est-ce qu'on peut accuser la justice américaine d'être au solde de la Maison-Blanche? Voilà des questions. That's the question. Yes. Wait and see. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, le tout premier numéro du mois de juin. Nous sommes allés en Afrique du Sud où l'ANC a été sanctionnée lors des élections générales. Conclusion du marché, l'ANC devra partager le pouvoir désormais en Afrique du Sud avec les autres partis. Est-ce que Jacob Zuma sera d'accord? Les jours prochains, nous le dirons. En France, le parti de droite et les Républicains attaqués de toutes parts lors de ces élections européennes. Vous avez suivi les invités de cet après-midi, la presse qui est muselée du côté de l'Ukraine et les journalistes pointe un doigt accusateur vers le président Zelensky. Vous avez écouté Martial à côté, vous avez écouté Joël Ataï-Guédébé qui estime qu'en temps de guerre, il faille toujours contrôler l'information. La Chine de Xi Jinping a été également abordée où le pays de Xi Jinping appelle à l'organisation d'une conférence de paix par rapport à tout ce qui se passe à Gaza. Là aussi, vous avez écouté les deux panélistes où du côté de la Chine, on parle toujours en mode intérêt et nous avons clôturé par les États-Unis reconnus coupables dans le procès pénal. Donald Trump a quand même réussi à lever 50 millions de dollars de dons pour sa campagne. Là aussi, vous avez suivi les invités de cet après-midi. Donald Trump ne démord pas. Rendez-vous est pris dans les jours prochains. C'est la fin de notre émission. Je vous retrouve le lundi prochain quand il sera 16h. Ça se passe toujours sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence.